Bonjour et merci d'être sur Africa Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi, dont voici les principaux titres. Le patron de l'ONU, Ban Ki-moon, entame aujourd'hui une tournée dans la région des Grands Lacs. Première étape, la République démocratique du Congo, où se trouve déjà la brigade d'intervention des Nations Unies pour sécuriser le Nord Kivu. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel ont entamé une marche de 72 heures hier. Leur objectif, dénoncer une organisation unilatérale des élections législatives. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, doit arriver aujourd'hui à Kinshasa. Il va entamer une tournée dans les Grands Lacs portant sur la paix dans la région. Mais déjà, la brigade d'intervention des Nations Unies est sur place alors que les violences entre forces gouvernementales et rebelles du M23 se poursuivent. Les premiers éléments de la brigade d'intervention de l'ONU sont à pied d'œuvre à Goma, la capitale du Nord Kivu. Au total, ils seront 3000 soldats sud-africains, tanzaniens et malawites sous le commandement d'un général brésilien. Cette force créée par l'ONU est chargée de combattre les groupes armés qui déstabilisent l'est du pays malgré la présence des 17 000 casques bleus de la MONUSCO. Une initiative attendue à Kinshasa. Cette brigade d'intervention, si elle vient, si réellement elle est effective, ça ne peut être que le soulagement. C'est pas mal pour cette force intervenir dans notre pays où nous avons connu des agressions d'autres pays étrangers et puis aujourd'hui on parle de M23. La rébellion du M23, composée d'anciens militaires congolais soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, refuse de déposer les armes et contrôle de vastes territoires. L'ONU mise sur cette nouvelle brigade dotée d'un mandat offensif pour amener l'ordre et la sécurité dans la région. Il faut que ceux qui sont récalcitrants au langage de la paix comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à le faire sans en payer les prix. Et c'est ce que nous voulons leur faire sentir. Pour toute réaction, la rébellion est passée à l'offensive à la veille de la visite du secrétaire général de l'ONU dans la région. Le M23 harcèle depuis lundi l'armée congolaise dans la périphérie nord de Goma. Selon Kinshasa, le bilan serait de 19 tués, dont 15 rebelles et 27 blessés. Direction Maïdougouri au Nigeria, fief de Boko Haram. L'armée y a lancé il y a 9 jours une offensive afin de déloger le groupe islamiste. La situation est difficile pour la population, mais le couvre-feu instauré vient d'être lancé. Des soldats nigérians patrouillent dans des rues désertes de Maïdougouri. L'armée contrôle plusieurs localités de l'état de Borno, des zones reprises aux islamistes de Boko Haram à la suite d'une vaste offensive. Mais pour une bonne frange de la population locale, l'usage de la force est moins efficace que le renseignement. Si vous voulez identifier les terroristes et les arrêter, vous devez vous habiller comme eux et les infiltrer. Vous ne déployez pas des soldats. Ces critiques semblent laisser indifférente l'armée nigériane. Elle a décidé lundi d'envoyer 1000 hommes en renfort dans les 3 États du Nord-Est pour intensifier les opérations contre les bases de la secte islamiste Boko Haram. Des opérations qui inquiètent certains habitants. Le danger est que les soldats, au cours de leur assaut, tirent sur des innocents, ce qui pourrait provoquer des frustrations chez nombre de nos compatriotes et inciter quelques-uns à rejoindre les rangs des terroristes. Nous appelons les soldats à la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans des actes terroristes. Mais nous souhaitons qu'ils épargnent les innocents. Comme de nombreux pays voisins du Nigeria, le Cameroun connaît un afflux de personnes qui fuient des affrontements entre l'armée et Boko Haram. Une situation que les autorités camerounaises affirment suivre de très près. Voilà, couvre-feu donc levé à Maïdougouri. Hier, le 21 mai, a marqué le 2e anniversaire de l'investiture d'Alassane Ouattara. Le président ivoirien avait alors défini ses priorités, la réconciliation, la sécurité, la reconstruction et faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Bilan de ces 2 années de pouvoir avec nos confrères de la RTI.
La relance de l'économie ivoirienne en 2012 est marquée par un élément catalyseur, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés PPTE le 26 juin 2012. La Côte d'Ivoire, à partir de cette date, a bénéficié d'un allègement de sa dette extérieure de 4 090 milliards de francs CFA obtenus des institutions multilatérales et du Club de Paris. Autre fait économique marquant de l'année 2012, le président Alassane Ouattara opte pour le choix de l'éco-diplomatie pour mobiliser les ressources financières auprès des partenaires au développement en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Les retombées de ces missions de voyage sont énormes. Il s'agit entre autres, côté infrastructure, plusieurs projets sont lancés par le chef de l'État Alassane Ouattara. Projet de construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam d'un coût de 60 milliards de francs CFA, les travaux d'approvisionnement d'Abidjan par la nappe de Bonois pour un montant de 90 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter l'engouement suscité par le groupe consultatif les 4 et 5 décembre 2012 à Paris, 4 300 milliards, soit le double des projets publics mobilisés. Des bons points qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer un taux de croissance de 8,6 en 2012. La grande ambition du président de la République et du gouvernement est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 et de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Pour réussir ce pari, des réformes sont nécessaires, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, car désormais, le secteur privé doit être le principal moteur de la croissance. L'organisation des élections législatives faisant suite à un véritable dialogue, c'est ce qu'exige le collectif Sauvons le Togo. Il dénonce aussi un assassinat politique concernant l'opposant mort en détention. Et avec la coalition Arc-en-Ciel, le CST a organisé une marche de 72 heures. Lomé peint en rouge ce mardi. La coalition Arc-en-Ciel fait valoir ses couleurs aux côtés du collectif Sauvons le Togo. Dans une marche pacifique, ils dénoncent ce qu'ils appellent l'impunité et la terreur d'État. En toile de fond, le décès en détention d'Étienne Yakanou, un membre du collectif Sauvons le Togo, suspecté d'avoir participé à l'incendie des marchés de Lomé et de Kara. Nous avons donc organisé surtout cette marche pour notre ami Yakanou qui a été arrêté et qui est aujourd'hui décédé par les mauvais traitements qu'on lui a administrés, par le refus de lui venir au secours quand il était malade. Nous organisons cette marche pour exiger leur liberté, pour exiger que ceux qui sont les auteurs d'abord du décès soient identifiés et sanctionnés, que ceux qui sont les auteurs des incendies soient identifiés et sanctionnés. Cette marche qui a sillonné les artères de Lomé a connu des points d'arrêt, à l'instar de ce qu'on observe ici devant la direction de la gendarmerie nationale. Les images sont non communes. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel exigent par ailleurs l'organisation d'un dialogue préalable avant la tenue des élections législatives. Et pour cela, les marcheurs se donnent encore 48 heures pour se faire entendre par le pouvoir en place. Parlons de la liberté de la presse. Le quotidien ougandais, le Daily Monitor, a fait l'objet d'une opération policière pour avoir révélé une note sur les supposées intentions du président Museveni concernant sa succession. D'autres médias ont aussi été inquiétés. Mon message est très clair, un journaliste n'est pas un terroriste ni un voleur. Ce qu'on écrit, c'est la vérité. On ne raconte pas des histoires qu'on invente dans notre lit, non. Un quotidien encerclé par les forces de l'ordre. Au siège du Daily Monitor, les journalistes ne décolèrent pas. La police, lourdement armée, a fait une descente au siège de ce journal indépendant. Son tort, avoir publié une note confidentielle émanant d'un haut responsable de l'armée. Il y affirme que le président Museveni prépare son fils pour lui succéder et qu'il projette d'assassiner ceux qui s'opposeront à son projet. Pour les journalistes, c'est une atteinte à leur liberté d'informer.
Ce type-là, il nous accuse de dire la vérité. Si on avait écrit des choses qui ne sont pas vraies, je comprendrais qu'il fasse ça. Mais quoi? C'est quoi le problème? C'est la lettre ou c'est le fait qu'on la publie? Qu'ils aillent voir le général Tigné Foussa, c'est lui qui l'a écrite. Et s'il nous l'a envoyé, c'est pour qu'on la publie, qu'on dise à tout le pays ce qui est en train de se passer. Devant le siège du journal, l'opposition, elle aussi, dénonce une violation de la liberté de la presse. Ça me fait vraiment de la peine quand je vois cet homme-là, Museveni, qui a été dans le bush avec ses hommes parce qu'il voulait mettre un terme à la souffrance des Ougandais. Il promettait de tout changer. Maintenant qu'il est au pouvoir, il fait exactement la même chose que ses prédécesseurs. Même motif, même punition. Un autre quotidien, Red Pepper, a aussi été fouillé et 2 radios qui suivaient tout ça d'un peu trop près ont vu leur fréquence brouillée. Un mot d'agriculture, le rapport 2012 sur la commercialisation des cultures OGM dans le monde a été lancé hier par le ministre béninois de l'Environnement à Cotonou. L'atelier se tient en présence de participants venus de plusieurs autres pays du continent comme le Kenya ou encore le Burkina Faso. Selon le rapport du Service international pour l'acquisition des applications de la biotechnologie agricole, plus de 170 millions d'hectares de cultures biotechnologiques ont été globalement plantés en 2012, soit une augmentation de plus de 10 millions par rapport à 2011. Pour la première fois, les pays en voie de développement ont planté plus que les pays industrialisés. Les participants à cet atelier sont des personnes ressources du continent, des communicateurs, des responsables d'organisations non gouvernementales et de la société civile à même de porter le message sur les organismes génétiquement modifiés et les cultures biotechnologiques. Les objectifs visés sont, premièrement, partager des connaissances et sensibiliser les parties prenantes sur les développements en biotechnologie agricole dans le monde. Deuxièmement, mettre à la disposition des parties intéressées et la communauté mondiale des données crédibles et chiffrées concernant la biotechnologie agricole et la modification génétique. Et enfin, assurer la diffusion à travers toutes les formes de médias, le contenu et les mises à jour contenues dans le rapport. Le Bénin est à terme du second moratoire depuis le 11 mars dernier. Il est aujourd'hui question d'échanger des informations sur cette problématique afin de trouver le juste milieu et garantir aux générations présentes et futures la conservation durable des ressources génétiques. On termine avec du sport. Avec cette information, Patrice Carteron est en passe de quitter le Mali 10 mois après avoir été nommé à la tête des Aigles, qui l'a conduit à la 3e place lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Toujours lié avec le Mali, Patrice Carteron s'est mis d'accord avec le tout-puissant Mazembe de la RDC pour une durée de 2 ans sans pour autant avoir informé la Fédération malienne de football, son employeur. Et du côté de l'instance dirigeante du football malien, Patrice Carteron est et restera sélectionneur des Aigles du Mali jusqu'au 31 juillet 2014. Écoutons le président de la FEMAFOOT, Amadoune Kolado Sissé, qui est au micro de Yacouba Dansoko et Seydou Niaré. Bon, pour nous, à la Fédération malienne de football, Carteron est toujours l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali. Parce que on n'a jamais reçu un document de Carteron pour dire que le contrat est résilié. Donc nous, on le considère toujours comme l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali. L'article 4 de son contrat dit que Carteron est engagé jusqu'au 31 juillet 2014 avec le Mali. Bon, pour le moment, nous, on ne peut pas dire qu'on va faire une action parce que pour nous, il est lié par un contrat et à l'instant où on vous parle, il ne peut pas aller dans un autre club sans notre autorisation. Patrick Carteron, on est toujours en communication avec il est toujours en communication avec la fédération, avec le premier vice-président qui gère l'équipe nationale, avec Suleiman Diallo qui a des compétitions internationales pour organiser les 2 matchs et le match amical qu'on doit jouer en France le 28. Et même ce matin, il était en communication avec la fédération pour la préparation de ces 2 et de ces 3 matchs. Si Carteron a signé avec Lulumbashi, que je ne crois pas, parce qu'il est lié par un contrat, on va tirer les conséquences de droit avec la FIFA. C'est-à-dire on va saisir
la FIFA, parce que dans son contrat, il est dit que s'il y a un conflit entre nous, on le gère à l'amiable. 2, on les gère par les tribunaux du Mali. Et 3, on saisit la commission statut des joueurs de la FIFA. Voilà, cette édition d'information est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Et retrouvez tout à l'heure à partir de 19h45 Djibrila Maïga qui vous présentera Afrique Soir. À bientôt.